L'échiquier international, bienvenue à vous. L'Inde et le Pakistan, thématique du jour, deux frères ennemis qui ont accepté de faire taire les armes après 4 jours de combats intenses. Les hauts responsables militaires de part et d'autre devraient se réunir aujourd'hui pour finaliser le détail de l'accord. Mais en attendant, ce récent choc marque une nouvelle page dans la longue histoire de la rivalité entre les deux nations. Et les sujets de discorde ne manquent pas, le Cachemire bien sûr, le traité fluvial de l'Indus et surtout le poids de l'histoire entre deux peuples hétéroclites, certes, mais tout de même qui se ressemblent tellement et sont en même temps si éloignés, paradoxe des tracés des frontières héritées du passé. Un accord de paix signé donc entre les deux protagonistes, mais pour combien de temps? D'autres tensions suscitent l'inquiétude pour le futur, c'est un secret pour personne. Et pourquoi finalement on a du mal à s'entendre entre l'Inde et le Pakistan? Exemple des questions qu'on tentera d'examiner ce soir. A tout de suite pour en parler. Nous le disions, Inde, Pakistan, retour au calme pour combien de temps? Pour en parler, accueillons sans tarder Charlotte Thomas, chercheuse indépendante et spécialiste de l'Inde. Merci d'être des nôtres. Bonsoir. 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 Et avec nous également Barthélemy Courmont, spécialiste de l'Asie, auteur également, enseignant. Heureux que vous soyez des nôtres, Barthélemy Courmont. Bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, les deux belligérants ont décidé d'arrêter le combat au bout de 4 jours. La journée d'hier était calme, même si on a signalé plusieurs échanges de tirs et détonations qui ont été rapportés le long de la frontière au Cachemire. Est-ce que l'épisode des hostilités pour cette fois est terminé? Qui veut commencer? Charlotte Thomas, à vous la parole. Merci. Non, je pense que c'est difficile de dire que les hostilités vont se terminer de façon définitive, puisqu'en fait, c'est un cessez-le-feu là, qui a été décrété, mais en fait, les problèmes structurels qui expliquent en fait ces guerres depuis 48, il y en a 4, 48, 65, 71 et 89, avec celle-ci. Ces causes-là structurantes qui sont en l'occurrence la situation des Cachemiris, qui sont de côté de la frontière, n'est pas résolue. Et se rajouter à ça, comme je mentionné dans l'introduction, des dimensions aussi économiques structurantes, et très notamment le rapport à l'eau, qui est vraiment, selon moi, crucial dans ce dossier. Et il se trouve que là aussi, il n'y a pas eu tout. En fait, on ne sait pas ce qu'il advient de ce traité d'Arcus qui, à ce moment où on parle, demeure suspendu, sauf erreur de ma part. Alors, Charlotte Thomas, je crois qu'on a un problème de connexion avec vous. On va essayer de le rétablir rapidement. Je demande à la régie de le faire. En attendant, on va passer à Barthélemy Courmont. Encore une question sur l'actualité. Barthélemy Courmont, avant de remonter un peu dans le temps, est-ce que la médiation américaine y est pour quelque chose dans l'arrêt des hostilités? Je dis ça parce que Donald Trump s'est targué il y a quelques heures d'avoir arrêté tout bonnement un conflit nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez de la médiation américaine ou de l'éventuelle médiation américaine? Alors, je ne suis pas sûr, pour être tout à fait honnête, que la médiation américaine ait joué un rôle important dans cet apaisement, qui est à prendre évidemment avec beaucoup de précautions, puisque c'est un apaisement qui pourrait malheureusement être provisoire, mais malgré tout un cessez-le-feu sur lequel semblent s'accorder Indiens et Pakistanais. On sait effectivement que Donald Trump avait demandé, il y a déjà quelques jours, que les deux pays pratique une forme de retenue et évite d'aller dans une escalade. Même discours d'ailleurs du côté chinois. On sait que Xi Jinping a également invité les deux parties à faire preuve de retenue. Mais effectivement, dans un style dont il est assez coutumier, le président Donald Trump a commenté l'actualité immédiate avec effectivement cette annonce de la part des deux pays de ce cessez-le-feu pour le mettre à son profit et expliquer que c'était lui qui en avait été à l'origine. Alors, difficile de savoir ce qui s'est passé vraiment, sans doute. Il y a-t-il eu de nombreux coups de fil, notamment avec le président pakistanais Zardari, peut-être également, et même sans doute, le président Trump s'est-il entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi, mais il me semble que les deux pays n'avaient pas l'intention, en tout cas à ce stade, d'aller vers une escalade. On était davantage dans la recherche d'une situation permettant à Islamabad comme à New Delhi de pouvoir s'autoproclamer d'une certaine manière vainqueur de ce petit conflit qui a fait, rappelons-le tout de même, une 60aine de victimes.
Rappelons les faits rapidement. Le 22 avril dernier, une attaque d'un groupe armé contre des touristes dans la région de Falagram, région touristique au Cachemire indien. 25 touristes, tous de religion hindoue, ont été tués, sauf un Sri Lankais. Quelques 24 heures plus tard, le gouvernement indien, dirigé par le parti suprémaciste hindou Bharatiya Janata Party, a annoncé une série de mesures de représailles visant le Pakistan. Une frappe militaire contre le Pakistan a été lancée, encore plus importante que celle de 2016 et 2019. Le Cachemire, toujours cette zone sous tension. Pourquoi cette zone du Cachemire est si importante pour les deux pays, Charlotte Thomas? Alors, on va tenter de récupérer Charlotte Thomas. Question dirigée vers Barthélemy Courmont. Pourquoi est-ce que cette zone du Cachemire est si stratégique pour les deux pays? Oui, bien sûr, je vais m'efforcer d'y répondre et peut-être que Madame Thomas, quand elle reviendra en ligne, pourra apporter des éléments complémentaires. Mais c'est une situation qui nous ramène à la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947, une partition dont on sait qu'elle fut difficile, qu'elle fut marquée par de très nombreux mouvements de population et qu'elle fut à l'époque décidée à la fois par les populations vivant dans les différents États de ce qui composait autrefois les Indes britanniques, mais également la décision des représentants de ces différents États, et notamment les Maharajas dans certains cas. Et il se trouve que cette région du Jammu-Cachemire, qui est donc l'objet depuis 1947 d'un différend territorial avec de très nombreux affrontements qui se sont multipliés au cours des quasiment 80 dernières années maintenant, eh bien, dans cette zone, la majorité de la population souhaitait rejoindre le Pakistan pour des raisons essentiellement religieuses, puisque cette population est en majorité de confession musulmane, mais le Maharaja, l'autorité suprême de cette région, avait lui décidé de rejoindre l'Inde. Et donc a éclaté en marge de cette partition le premier conflit, il y en aura de nombreux autres à plus ou moins grande échelle, mais le premier conflit en 1947 qui oppose l'Inde et le Pakistan, entre autres, pas que, mais entre autres à propos de la question du Cachemire. Donc voilà une situation qui n'est toujours pas résolue, il est quand même important de le rappeler, et effectivement vous avez raison de pointer du doigt l'héritage historique dont on voit encore aujourd'hui à quel point il peut se traduire par des scènes de violence et puis par une incapacité de ces deux pays à s'entendre, puisqu'au-delà du cessez-le-feu, il n'y a pas d'entente, et il n'y aura sans doute pas d'entente, en tout cas à moyenne échéance. Barthélemy Courmont, je vous remercie de faire ce rappel historique au sujet de cette zone qui concentre beaucoup de tensions. Celle du Cachemire, est-ce qu'on a récupéré Charlotte Thomas avec nous? J'espère. Ça devrait aller. Je posais la question justement, pourquoi cette zone du Cachemire est si stratégique pour les deux protagonistes ou les deux belligérants? C'est ça, alors je vais essayer de faire une réponse que je ne sais pas si vous avez entendu ma première réponse, mais pour vous répondre justement sur la non-paix, en fait, qui rejoint tout ce qu'on se dit d'un point de vue historique, c'est que la paix, elle peut pas être le cessez-le-feu peut pas être durable étant donné que, comme le rappelait mon collègue, depuis 48, il y a cette dispute en fait entre l'Inde et le Pakistan au sujet des Cachemiris, qui n'est pas en revanche selon moi une entrée strictement religieuse, elle est politique avant tout, c'est un territoire, le Cachemire, qui est un territoire riche, qui a des ressources et qui était justement important dans la construction politique et nationale des deux États en présence, et l'un pour une identité certes islamique, mais l'Inde pour un côté justement musulman et un territoire musulman au sein d'un pays hindou. Donc il faut prémunir de l'entrée religieuse, il ne faut pas la rigidifier, il y a aussi des intérêts économiques et politiques. Économiques qui sont justement l'eau en fait qui est le facteur structurant dans ce conflit actuel. La paix, le cessez-le-feu ne peut pas être durable justement parce que l'eau l'Inde et le Pakistan sont liés par un traité sur l'eau qui traverse le Cachemire et qui est réparti entre les deux pays, et ça l'Inde essaye de le renégocier avec la force en fait. Et on peut imaginer on constate que ce sujet n'est pas réglé. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a deux dynamiques. Et pour en revenir vraiment
au cœur de ce qui n'est pas adressé aujourd'hui. Et la situation historique, c'est que aujourd'hui, vous avez de part et d'autre de la frontière des Cachemiris qui se sont construits quand même depuis 47-48 dans des frontières nationales. C'est-à-dire que des deux côtés, les minorités réclament des droits par rapport à leur État central, c'est-à-dire Islamabad et New Delhi pour simplifier. De la même façon que les Baloutches aussi réclament des droits face à leur État à Islamabad. Donc les conflits se font plus vis-à-vis des États nationaux. Et ni l'un ni dans ces deux parties dans ces parties respectives du Cachemire, il y a des abus des droits humains qui sont importants, très notamment au Cachemire indien dont on parle, puisque la zone est sous loi militaire depuis 1990, avec des abus aux droits humains. Et depuis 2019, il y a la suppression de l'autorité spéciale du Cachemire. Donc les Cachemiris se sentent vraiment dépourvus de leur territoire. Et en fait, aucun des deux pays, respectivement l'Inde comme le Pakistan, ne cherche à répondre aux revendications de ces populations nationales et va toujours préférer accuser le voisin plutôt que de répondre à ces populations pour justement en fait continuer sa construction nationale d'une part et l'exploitation économique aussi, et ne pas pouvoir avoir aussi des leviers. Par exemple, en ce moment, vous voyez, quand ces attaques sont survenues, Narendra Modi, le Premier ministre hindouiste qui mène une politique xénophobe à l'égard des minorités chrétiennes et musulmanes en Inde, était en difficulté sur le plan économique et politique. L'attentat a permis de réprimer l'opposition et les voix contestataires, parce que cet attentat permet aussi aujourd'hui dans la presse indienne de mener, par exemple, des rédactions qui ont été fermées parce qu'elles ont été jugées contestataires, voire en place. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de dynamiques qui se nouent dans cette situation du Cachemire, mais il est à retenir que depuis 1947, les revendications le Cachemiri, de part et d'autre de la frontière, ne trouvent pas de réponse politique dans leur État national. Et ça, c'est quand même ce qui reste le vrai sujet pour moi ce soir. Barthélemy Courmont, un conflit qui accapare les tensions, comme vient de l'expliquer Charlotte Thomas. Mais à cet instant, nous parlons alors au sujet du drame du 22 avril. Quand on lit les médias des deux pays, on a deux versions diamétralement divergentes. C'est normal, les médias indiens, pas que les médias nationalistes d'ailleurs, mais même alternatifs, accusent tout bonnement le Pakistan d'être derrière le groupe terroriste. Alors c'est Lashkar-e-Taiba. Le Pakistan, de son côté, s'en défend, parlant d'attentats sous fausse bannière, et insiste sur vouloir mettre sur pied une commission d'enquête internationale pour faire la lumière autour de ce tragique événement. On est obligé de le constater, Barthélemy Courmont, à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune preuve à accuser le Pakistan d'être derrière l'attentat ou la tragique tuerie du 22 avril dernier. Absolument. Nous n'avons pas le moindre élément nous permettant d'incriminer le Pakistan, ou même peut-être d'incriminer l'Inde, d'avoir fomenté une attaque pour pouvoir justifier des représailles, puisque cela n'est pas non plus totalement à exclure. En tout état de cause, nous sommes effectivement dans une situation dans laquelle ce terrible attentat, bien évidemment, a été utilisé par les uns comme par les autres pour justifier ce regain de tension auquel nous assistons. Et Madame Thomas rappelait tout à l'heure, à juste titre, les différentes couches qui se superposent dans cette région du Cachemire, avec des oppositions qui sont historiques, ou en tout cas le legs historique qui est très lourd, la question des ressources, la question des populations qui sont mal représentées par leurs gouvernements respectifs, et puis évidemment un contexte qui, on le sait, est celui de tensions sur fond de nationalisme très musclé côté indien, et je pense que nous reviendrons sur la politique de Narendra Modi, notamment vis-à-vis des populations de confession autre qu'hindouiste, et en particulier musulmane, mais on voit également que le Pakistan est un pays qui est confronté à d'immenses défis économiques, mais aussi politiques, et que ce type de situation va permettre, en tout cas aux yeux des autorités et en particulier de l'armée, d'essayer de cimenter la population. L'ennemi commun, c'est bien l'Inde, et donc c'est un moyen évidemment de se positionner
positionner avec force. Donc on voit que de part et d'autre, eh bien, on va réagir face à cet attentat dont on ne connaît pas effectivement les véritables origines. Soyons clairs, hein, il est quand même assez probable que ce soit un groupe radical basé au Pakistan qui a fomenté cet attentat. Mais on ne sait pas exactement, et surtout on ne sait pas dans quelle mesure le gouvernement pakistanais, voire même l'armée pakistanaise, pourrait avoir un lien avec cet attentat. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va effectivement instrumentaliser cet événement pour aller vers une escalade. Et puis, nous reviendrons sur les propos aujourd'hui de Narendra Modi et puis les propos qui ont été tenus notamment par des chefs militaires de part et d'autre. On voit que on n'est pas du tout dans une situation où on cherche un véritable apaisement. En fait, on veut avoir le dernier mot, tout simplement. Hein. Et ce dernier mot, c'est de dire, eh bien, opération accomplie, nous avons répondu à ces attaques côté indien, et puis côté pakistanais, on va dire, eh bien, l'Inde nous a agressés, nous avons répondu et nous avons abattu un certain nombre de chasseurs notamment. Donc, on n'est pas du tout dans un apaisement, on est dans un cessez-le-feu parce qu'on ne peut pas non plus aller vers une guerre nucléaire pour une situation comme celle-ci, on peut l'espérer en tout cas, mais on est sur un statu quo qui nous conduira inexorablement vers d'autres tensions dans les mois ou peut-être même les semaines à venir. Charlotte Thomas voulait réagir peut-être sur les accusations pointées contre le Pakistan au sujet de l'attentat terroriste du 22 avril. Bon, c'est vrai, quand on pose la question, on dit qu'il y a un faisceau d'indices qui indique que le Pakistan est derrière. Peut-être qu'il y a une nuance entre... C'est vrai que le Pakistan accompagne certains groupes indépendantistes du Cachemire, mais de là à, je sais pas, je pose la question, de là à accompagner et financer des groupes radicaux nihilistes, je sais pas, le pas est quand même important. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il se trouve que historiquement, depuis les années 90 et à partir de 89, le Pakistan a hébergé des groupes militants violents, le Lashkar-e-Taiba, Jaïsh-e-Mohammed, Hizbul et Mujahideen, et qu'il a formé ces combattants qui ont mené des attaques au Cachemire indien. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, depuis les années 2000-2010 et a fortiori pour le cas de cette attaque-là, comme précédemment celle de 2016 et 2019, tout indique au contraire que ce sont des Cachemiris indiens qui ont mené cette attaque pour des motifs strictement politiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque, comme je le rappelais, en fait, en 2019, pour finir sur ça, pourquoi aussi il semble très peu probable que ce soit le Pakistan, parce qu'en fait, le Pakistan aujourd'hui a une économie qui est entièrement tenue par l'armée, mais qui est exsangue et littéralement à genoux, avec des crises sociales, une crise sécuritaire très importante. Il y a eu plus de 85 attentats pendant le mois du Ramadan, une crise de dérèglement climatique. Il fait plus de 50 degrés aujourd'hui au Pakistan. Et puis surtout, cette économie exsangue fait que le Pakistan est extrêmement dépendant des capitaux chinois qui investit dans le port de Gwadar au Baloutchistan et dans le Cachemire pakistanais frontalier de la zone dont on parle. Et la Chine a déjà mis, pour le dire un peu rapidement, mais des coups de pression à Islamabad pour maintenir la sécurité, justement, sous peine de retirer ses investissements. Et on est vraiment, il y a vraiment énormément de faisceaux qui indiquent un attaquant, des attaquants cachemiris pour toujours revenir à cette donnée politique que j'expliquais, parce que, étant donné que, en plus, depuis 2019, Narendra Modi, dans une politique d'hindouisation du Cachemire, parce que ce Cachemire jouissait d'un statut politique spécial qui faisait que depuis 1950 et jusqu'à 2019, seuls les Cachemiris avaient le droit d'acheter de la terre au Cachemire afin de préserver l'équilibre démographique de la région, qui ne se réduit pas à l'islam. L'hindouisme aussi là-bas est très particulier. Il y a aussi beaucoup de sikhs. Il y a une agriculture qui n'est pas ailleurs en Asie du Sud. Il faut vraiment pas réduire ça à l'identité strictement religieuse. Et puis aussi beaucoup de ressources, comme je le rappelais. Et en fait, cette disposition a été supprimée par Narendra Modi en 2019. Dans la continuité de sa politique d'hindouisation qu'il mène à l'échelle de la société et de l'État indien depuis qu'il est au pouvoir en 2014. Et ça, c'est vraiment vécu par les Cachemiris comme une menace sur leur existence même, en fait. Et de fait, le gouvernement local cachemiri a dit qu'il y a à peu près 85 000 Indiens, entre guillemets, donc du reste non cachemiris, sont déjà venus s'installer dans la vallée. Et ça, par exemple, pour aussi toujours remettre du politique là-dedans, avant d'arriver à des choses violentes, il y a eu des manifestations, des grèves, les gens ont essayé. Alors Charlotte Thomas, mettons du politique et mettons un peu de l'économie. C'est vrai que tout à l'heure vous disiez qu'il y avait des faisceaux d'indices qui nous
laissé croire que le Pakistan était derrière. Mais finalement, même avec une économie exsangue, est-ce que le Pakistan a intérêt objectivement de déclencher des conflits même de basse intensité, puisque une guerre, on va dire une guerre dans la région, viendrait perturber plusieurs projets avec des capitaux chinois. Bien sûr, on penserait aux routes de la soie, on penserait par exemple à l'Organisation de la coopération de Shanghai, dont l'Inde et le Pakistan font partie. Donc finalement, une escalade n'arrangerait personne, objectivement parlant. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je rappelais pour le Pakistan sa dépendance très forte aux capitaux chinois avec le port de Gwadar et le corridor sino-pakistanais. Après, comme je dis aussi, il faut aussi rappeler que cet attentat il se situe dans la zone la plus sécurisée de l'Inde, avec Narendra Modi qui appelait les touristes à revenir dans la zone. Donc c'est aussi un échec très fort de son appareil sécuritaire. Et on comprend, entre guillemets, qu'il préfère tout de suite blâmer le Pakistan plutôt que de questionner en fait ses propres services, alors que je rappelle qu'il y a déjà eu des attaques en 2016 et 2019 sur des bases militaires organisées, menées par des Cachemiris. Donc c'est pas inédit quoi en plus. Alors, on va faire un petit saut aussi, enfin un grand saut dans le passé. Barthélemy Kourmos et Narendra Modi dans tout ça. On est obligé d'en parler. Son nationalisme hindou, le fameux Hindutva, Narendra Modi est populaire en Inde malgré sa xénophobie. Les individus issus des minorités ne ferait pas partie de l'Inde ancestrale selon lui. Alors on a l'impression que cette doctrine Hindutva, je crois, je sais pas si je prononce bien, est étrangère à l'Inde, mais l'un des pères de cette doctrine est un certain Savarkar, qui est un des assassins, enfin, il est le père d'un courant extrêmement nationaliste, dont proviendrait un des assassins de Gandhi, un certain Godse, je crois, Gandhi qui a été assassiné en 1948. Alors au début, ce courant était minoritaire, et on voit avec entre guillemets, une ironie de l'histoire, il revient au devant de la scène politico et sociale indienne. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est pas simpliste de présenter les choses comme ça? Non, alors c'est très intéressant votre question parce que en fait elle fait tout à fait écho à la question précédente et puis à la réponse de Charlotte Thomas sur effectivement le peu d'intérêt pour l'Inde et surtout pour le Pakistan d'avoir un conflit aujourd'hui autour du Cachemire, un peu d'intérêt compte tenu effectivement des conséquences, en particulier côté pakistanais, et puis côté indien, on imagine aussi assez difficilement Modi se lancer dans une guerre à grande échelle. Et d'ailleurs, les propos qu'il a tenus il y a quelques heures ne font que confirmer la volonté de New Delhi de rester un petit peu en retrait. Mais je dirais que l'essentiel du problème que nous relevons n'est pas là, parce que je pense que nous sommes tous d'accord pour considérer que cet événement, certes grave, avec un nombre de victimes qui se compte par dizaines, n'est pas, on l'espère en tout cas à ce stade, la première pierre d'un conflit qui sera un conflit à beaucoup plus grande échelle et donc une guerre entre l'Inde et le Pakistan, comparable aux grandes guerres dans les années 40 ou encore dans les années 1960. Donc on est davantage sur un enjeu sécuritaire, avec effectivement des responsabilités qui restent à déterminer, et peut-être d'ailleurs qu'on ne sera jamais en mesure de le faire. En revanche, ce qui est très inquiétant derrière la situation que nous rencontrons, c'est une radicalisation, en particulier côté indien, qui est effectivement érigée désormais au sommet de l'État par la politique menée par Narendra Modi, et puis cette désignation des non-hindouistes et en particulier des musulmans comme étant d'une certaine manière des ennemis de l'intérieur. Et donc on voit que nous avons là tous les éléments d'une conflictualité qui s'installe dans la durée, qui va être profonde et qui se traduira immanquablement par d'autres escarmouches, soit au Cachemire, soit des attentats sur le territoire indien, peut-être aussi côté pakistanais, mais je pense que l'Inde doit se méfier quant à la résurgence d'attentats sur son territoire. Et donc nous sommes dans une situation de pourrissement, là où je dirais qu'une situation assez basique d'opposition frontalière et sur fond de relents historiques aurait été d'une certaine manière beaucoup plus facile à régler
puisqu'un arbitrage international aurait été facilement imposable. Et on peut revenir sur la question que vous aviez posée concernant Trump, ou sur le poids de la Chine, de l'Organisation de coopération de Shanghai, enfin bref, des acteurs extérieurs qui pourraient ramener ces deux acteurs à la raison. Mais à partir du moment où nous avons surtout un problème qui est un problème religieux, un problème ethnique, un problème également de rivalité sur fond de difficultés politiques que vont rencontrer les dirigeants des deux pays, eh bien nous sommes sur malheureusement quelque chose qui va être beaucoup plus durable. Et c'est, je pense, ce qu'il faudra retenir aussi de ces quelques jours de tensions très fortes entre l'Inde et le Pakistan. Charlotte Thomas, on arrive à la fin de notre entretien. Alors, je vous demanderai une réponse courte. Narendra Modi, sa popularité, c'est la mort du rêve multiethnique de l'Inde de Gandhi? Ah oui, ça depuis longtemps, mais je pense qu'il faut quand même retenir quand même deux choses. Encore une fois, c'est que celui qui a fait preuve de plus de radicalité dans cette situation, c'est l'Inde, qui se présente comme la seule démocratie de la région. Merci. Qui on peut expliquer, on peut aussi comprendre que du coup, il n'y a pas eu assez de pression internationale, parce que les gens étaient un peu pétrifiés par cette catégorie qui empêche de penser les pratiques autoritaires des États. Merci beaucoup Charlotte Thomas d'avoir été des nôtres. On arrive malheureusement à la fin de notre échange. Merci d'avoir été avec nous, Charlotte Thomas et Barthélemy Cormont. Grand merci à vous deux encore une fois de m'avoir accompagné et nourri les échanges. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international du jour se conclut donc. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous dis à demain.